Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans le Libre Journal de la Dissidence en ce dimanche 1er novembre 2015 où nous célébrons la solennité de la Toussaint. Cette émission a été préenregistrée il y a quelques jours pour des raisons de disponibilité de mon invité. Vous ne pourrez donc pas intervenir en direct, mais évidemment vos messages seront les bienvenus. En ce 1er novembre, nous commémorons plusieurs événements importants que je voudrais vous rappeler rapidement, car les hommes sans mémoire n'ont pas d'avenir. Le 1er novembre, c'est la grande fête de la Toussaint, proclamée par le pape Grégoire IV en 837 pour remplacer la fête de Samin, fête celte dite fête de la lignée chez les païens. On y honore ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous succéderont dans la grande chaîne de la famille et des générations. C'est la grande fête de la communion des saints. Le 1er novembre 1894 marque aussi l'avènement de Nicolas II, le dernier tsar de toutes les Russies, en attendant le nouveau. Le 1er novembre 1950, c'est la proclamation par le grand pape Pie XII du dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Garde. Et le 1er novembre 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie avec la première vague d'attentats terroristes dans 3 départements français d'Algérie. Bilan, 7 morts, 20 blessés, des maisons brûlées. Et cette proclamation sur la radio, La Voix des Arabes, l'Algérie a engagé aujourd'hui une lutte grandiose pour l'islam. Toute ressemblance avec la situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas totalement fortuite. Avant de vous présenter mon invité, je voudrais prendre quelques instants pour rendre hommage à l'un des derniers héros de notre temps qui vient de nous quitter et qui s'en est allé rejoindre la maison du Père, mais qui, comme mon invité, était un soldat, un vrai et un grand soldat. Un homme qui a traversé ce siècle de haine, de sang et de misère en gardant néanmoins au cœur le feu de cette petite fille Espérance qui brûlait en lui. Et il est mort il y a quelques jours. Jean-Louis Turcan a été le témoin de toutes les folies matérialistes des hommes pendant près d'un siècle. Et pourtant, il s'est abandonné heureux et serein entre les mains de la Sainte Vierge, comme un scout après les vacances s'en retourne à la maison. Jean-Louis Turcan fut pour moi comme un père, comme un grand-père, et je veux lui dédier cette émission. Que son exemple serve aux jeunes générations, car lui non plus n'a jamais rien lâché. Engagé volontaire au moment où son pays était envahi, comme il est à nouveau aujourd'hui, il fut à l'épopée héroïque des mythiques cadets de Saumur qui défièrent en juin 1940, avec leur bravoure et leur jeunesse, plusieurs divisions de l'armée allemande appuyées par la Luftwaffe. 2000 élèves de l'école de cavalerie de Saumur et quelques jeunes officiers qui tinrent la dragée haute à plus de 40 000 soldats, formant l'avant-garde de la plus puissante armée du monde. Les combats héroïques menés par cette poignée de soldats équipés de leurs simples armes d'instruction contre des forces très supérieures tant en nombre qu'en armement furent reconnus par leurs vainqueurs. C'est le général Felt, commandant la première division de cavalerie, qui leur donna le nom d'ailleurs de cadets et qui leur permettra de repartir libres vers la ligne de démarcation aux ordres de leurs officiers, sous escorte allemande d'ailleurs. Une section de la Wehrmacht leur rendant même les honneurs militaires au passage du pont de Beaulieu-les-Loches. Les cadets de Saumur furent également cités pour acte de bravoure à l'ordre de l'armée par le général français Maxime Weygand. Jean-Louis Turcan était l'un des derniers cadets encore vivants, un des derniers témoins de cette France que l'on croyait éternelle, un authentique officier de la Légion d'honneur. Puis, c'est en Indochine que le jeune officier français ira rejoindre l'armée du roi Jean, futur maréchal Jean de La de Tassigny. Plusieurs fois blessé au combat, puis trahi une fois de plus par les politiques, il laisse derrière lui des camarades morts pour la France, des dizaines de milliers de prisonniers aux mains des collabos et des tortionnaires, et un pays livré à la folie meurtrière des communistes. La campagne d'Algérie aboutira au même abandon, à la même trahison des élites et des porteurs de valises, au même massacre des Français d'Algérie restés fidèles au drapeau tricolore, et au même parjure des hommes politiques en général et de Gaulle en particulier. Et c'est en homme d'honneur qu'il ira témoigner en uniforme au procès de son camarade, le commandant Robert Casati, renonçant ainsi définitivement à sa vocation de soldat. Tout est perdu fort l'honneur, comme l'avait dit François Ier, après la déroute de la bataille de Pavie. Jean-Louis Turcan était un homme debout, un homme d'honneur, un patriote, un cavalier et un soldat chrétien. Il est mort en homme d'honneur, en patriote, en cavalier et en soldat chrétien le 5 octobre dernier. Fête de Sainte Faustine, cette religieuse polonaise qui a été chargée par le Christ lui-même d'annoncer au monde la miséricorde divine. Par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous, pour votre fils Jean-Louis, pour sa famille, pour la France et pour le monde entier. Adieu. Jean-Louis Turcan était un soldat, mon invité en est un autre, non des moindres. Je suis très heureux de recevoir celui qui incarne à mes yeux l'illustre devise du maréchal de Latte de Tassigny que j'ai fait mienne depuis bien longtemps, humblement, ne pas subir. Car il n'y a pas de destin, comme le souligne l'amiral Christophe Prazuc en préface de votre livre.
Non, il n'y a pas de destin. Marius, vous êtes devenu en quelques années un véritable mythe. Et je suis donc très honoré de recevoir un mythe à l'antenne de Radio Courtoisie, surtout que j'apprends que c'est la première fois que vous venez à notre antenne. Donc c'est encore plus agréable pour moi. Vous êtes sorti de l'ombre qui scie pourtant plus à votre profil en 2004 avec la diffusion d'un reportage sur la sélection très rude des commandos marines. Et l'instructeur Marius passait alors de l'ombre à la lumière. Vous êtes devenu tout d'un coup une personnalité. Lumière qui vous ont suivi sur le grand écran cette fois, puisque vous avez participé quelques années après, sous votre propre rôle d'ailleurs, au film Force Spéciale, réalisé par Stéphane Riboja, que j'ai vu et que j'ai trouvé remarquablement bien fait. J'ai trouvé que c'était d'un réalisme, c'était le but, très très impressionnant, et que ça mettait en plus en valeur le travail là aussi de l'ombre des forces spéciales françaises, et que ça donnait un sens effectivement à ce qu'il faisait. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui porte simplement votre surnom, Marius, puisque c'est le surnom que vous avez reçu quand vous êtes arrivé de votre Provence, quand vous êtes arrivé en Bretagne, parce que vous aviez, j'imagine, un accent qui chantait, et que du coup, chantait encore plus que vous ne l'avez aujourd'hui. Ça chante encore un petit peu, mais vous l'avez un peu perdu. Publié par les éditions Nimrod, une excellente maison que je vous recommande. Allez voir son catalogue, il y a plein de choses très intéressantes. Votre autobiographie a déjà été vendue, si j'en crois les chiffres, à plus de 25 000 exemplaires, ce qui est plus qu'exceptionnel en France. Il retrace votre vie et vous qualifiez vous-même de parcours commando. Vous n'allez pas retracer aujourd'hui, et j'ai pas l'intention de le faire auprès des auditeurs, ce parcours, parce que réellement c'est un livre que j'estime être fondamental. Je recommande vraiment sa lecture aux auditeurs qui nous écoutent, parce que ils ont beaucoup de choses à y apprendre. Pour les auditeurs comprennent bien l'importance du témoignage de Marius, je voudrais leur lire ces quelques lignes extraites de la préface de Tchéky Karyo, l'acteur qui est votre partenaire dans le film Force Spéciale, et qui résume parfaitement la force, l'actualité et l'urgence de votre livre. Pardonnez-moi, amis lecteurs, normalement je lis peu à l'antenne, mais là je vais le faire. Donc c'est un extrait de la préface de Tchéky Karyo, acteur mythique s'il en est, qu'on a vu dans tous les films, notamment de Luc Besson, et que personnellement j'apprécie beaucoup, et qui déclare dans sa préface: aujourd'hui, il nous raconte son parcours pour que d'autres puissent apprendre à vivre. Ce parcours contient des clés, des phrases comme des flèches qui vous touchent au cœur, non pas pour vous meurtrir, mais bien au contraire pour vous faire revivre. Loin de vous blesser, elles réveillent votre intelligence et votre sensibilité. Il suffit parfois d'une bonne rencontre pour tout faire basculer. Encore faut-il accepter la main tendue. Cette main, aujourd'hui, Marius nous la tend à son tour. Ayez la sagesse de la saisir, et de vous laisser guider par elle. C'est exactement l'objet de mon émission que j'ai intitulée Marius, un modèle pour la jeunesse. C'est la main que vous tendez, avec beaucoup d'humilité, parce que vous vous révélez. Vous n'êtes pas quelqu'un vous faites partie de ces gens de l'ombre qui n'aiment pas parler d'eux. On s'en doute en vous lisant, et pourtant vous faites un énorme travail pour parler avec énormément de courage de votre intimité, surtout des sentiments qui sont les vôtres, de vos motivations et de vos faiblesses. Et c'est finalement ce parcours commando qui est un parcours de rédemption. C'est pas moi qui utilise le mot, c'est vous. Et c'est un mot qui est peu utilisé par les temps qui courent. Et donc dans la bouche d'un soldat, d'un béret vert, cette notion de rédemption est très étonnante. Et donc c'est sur ce sujet-là, moi, que je voulais vous entendre aujourd'hui, Marius. D'accord, déjà merci, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs, et merci de me recevoir sur Radio Courtoisie. Et je vais revenir un petit peu sur l'introduction, parce que le mot mythe me semble un petit peu surévalué par rapport à l'écriture et par rapport à ma personne. Voilà. Oui, ce livre part d'une intention, puisque c'est d'abord quelque chose que j'avais écrit pour ma famille, pour ma femme et puis mes enfants. Je voulais leur laisser une trace de mon histoire, parce qu'on reste relativement discret sur sa vie personnelle, et malgré, on va dire, les affinités et puis mon épouse durant toutes ces années, qui est d'ailleurs toujours la même. Voilà, je voulais lui laisser quelque chose, et ce livre, on lui doit, c'est un hommage à elle, parce que c'est elle qui m'a dit, en modifiant quelques passages, il serait intéressant que tu puisses mettre ce livre-là à la portée du public. Ça pourrait aider des personnes qui se cherchent, ou qui ont peur de franchir le pas, ou qui pensent porter, c'est une image peut-être un peu forte, mais porter une croix par rapport à un passé ou des actes, et ça peut les aider. Donc j'ai suivi
son conseil. Les femmes sont toujours bien inspirées, j'écoute toujours la mienne. Non, mais c'est vrai. Puis la mienne, c'est une bretonne, donc déjà il n'y a pas de souci là-dessus. Dès que la bretonne parle, on sait qu'elle dit des choses sensées. On l'écoute. Voilà, on l'écoute. C'est un premier point. Et ma rencontre, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est surtout le fait du conseil de mon épouse et cette rencontre avec François de Saint-Exupéry, qui est mon éditeur aux éditions Nimrod, qui a su travailler avec moi en toute humilité, en toute courtoisie et en toute patience, parce que je suis pas quelqu'un de facile, et pour mettre au public, on va dire, une petite partie de sa biographie. C'est pas un livre militaire, et François est un habitué des ouvrages militaires. C'est un livre qui raconte une petite partie de sa vie. Vous avez employé le mot rédemption. Oui, il y a de la rédemption, parce que quand c'est vous qui l'avez employé. C'est moi, non, mais je répète, vous l'avez, je l'ai employé, et vous le répétez. Parce que pour moi, il est fondamental dans votre livre. Oui, parce que c'est important. C'est important de reconnaître ses erreurs, de les travailler, de les mûrir, de s'accrocher à quelque chose, et puis d'avoir la volonté, la détermination pour faire ce qu'on a envie de faire, mais surtout au-delà du côté matériel des choses, de le faire avec passion et avec envie, quoi. Moi, je crois que c'est un principe de la vie. On oublie, quelle que soit ses origines, quelle que soit sa destinée, les gens souvent ont du mal à passer le cap, à se décider. Et ben avec ce mélange savant de détermination et de volonté, on peut arriver à faire de grandes choses en toute humilité. Quand j'emploie le mot de grandes choses, chacun doit savourer sa victoire individuellement. Chacun doit le faire, mais en toute honnêteté, en toute intégrité et en respect avec autrui, quoi. Voilà l'importance. Ce qui est de toute façon tout votre parcours, puisque vous parlez effectivement de cette individualité qu'on doit avoir, et cette volonté de faire qui est en chaque homme, mais qui ne trouve sa raison d'être et son épanouissement que dans le cadre, justement, là, pour ce qui est votre cas, dans le cadre des commandos, dans le cadre d'une véritable famille, d'une véritable unité, où chacun, un peu comme dans une équipe de rugby, ne fonctionne pas tout seul et n'est rien sans ses équipiers. Mais oui, parce que la cohésion, la respiration collective est importante. L'esprit, moi, je l'ai trouvé chez les commandos. Peut-être que d'autres personnes pourraient le trouver dans la maçonnerie ou en faisant des études de médecine. J'en sais rien. Moi, j'ai trouvé ma voie chez les commandos. Et c'est un peu ça, ce livre aussi, parce que ce livre-là, au-delà des gens qui s'attendent à lire des histoires extraordinaires de missions ou autre chose, c'est pas le but. Le but, c'est mettre un petit peu de soleil aussi sur ces unités qui sont spéciales. Souvent, on n'a pas beaucoup d'informations. Il faut savoir que moi, je suis qu'un petit grain de sable par rapport à tous ces gens et actuellement qui sont en théâtre d'opération extérieure, qui se battent pour des valeurs, qui se battent avec conviction pour des choses, pour notre liberté, puisqu'on est à l'origine, on dépend des 177 Français qui ont débarqué en Normandie, avec le commandant Kiefer, exactement. Le mythique commandant Kiefer. Oui, là je peux dire, j'accepte totalement le terme de mythique commandant Kiefer, et tous ces volontaires français qui ont su rallier l'Angleterre par barque, à pied, à la nage s'il le fallait, pour pouvoir aller combattre et libérer la France. Donc voilà, moi je ne suis que la vitrine. Tant que je fais une vitrine et que je donne un petit rayon de soleil pour tous mes camarades qui se battent dans l'ombre, eh ben j'en reste fier, et c'est un plaisir personnel. Alors ça, c'est un des aspects, mais comme vous le notiez à l'instant, c'est absolument pas le cœur de votre livre. C'est-à-dire que c'est un hommage que vous leur rendez, mais finalement la partie des opérations spéciales, c'est une partie très infime, et puis dont vous ne révélez évidemment que ce qui est révélable, c'est-à-dire la partie la plus immergée de l'iceberg, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut révéler, et vous êtes évidemment tenu, et vous respectez le secret des missions, parce que de révéler trop de choses pourrait d'ailleurs les mettre en danger dans leurs missions qui sont actuellement les leurs. Le livre, il a deux aspects fondamentaux pour moi, et c'est pour ça que je voulais vraiment vous entendre, pour que votre témoignage puisse servir. J'utilise le terme de mythe parce que il est flatteur, mais pour moi, c'est un mythe, ça devient un modèle. À cette antenne, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, à l'occasion d'une émission sur les livres pour la jeunesse, un académicien révélait que il fallait donner à la jeunesse non pas des romans qui en fait dévoyaient un petit peu la réalité de ce que les jeunes allaient pouvoir vivre, et qu'il fallait au contraire leur donner des modèles. Pour moi, vous êtes un modèle. Voilà, vous êtes un modèle par votre humilité, par vos failles, par votre volonté de vous racheter, mais surtout par les failles qui sont les vôtres, et par vos faiblesses. Vous n'êtes pas un super-héros. Heureusement. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Donc votre modèle est complètement transposable pour n'importe quel jeune aujourd'hui. Et vous partez de très bas,
vous auriez pu vous faire tuer 25 fois dans votre jeunesse parce que vous étiez tombé dans la délinquance. On va y revenir. Vous avez été sauvé par une rencontre. Et c'est pas que cette rencontre, c'est qu'à un moment donné, vous savez saisir la main qui vous est tendue. Et à force de volonté, comme disait Nietzsche, là où il y a un chemin, il y a une volonté, il y a un chemin. Vous montrez cet exemple-là. Mais rien n'est facile et pourtant vous vous acharnez. Moi, c'est ça que je voudrais que vous donniez comme modèle, et je veux vous donner comme modèle à la jeunesse d'aujourd'hui, qui comprennent que rien n'est jamais inéluctable, il n'y a pas de destin tout écrit, que c'est la force de la volonté aussi qui va faire que quand on est un petit peu exigeant vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi, on arrive à quelque chose. Et ça, c'est ce qui sort de votre livre. Malgré les faiblesses, malgré les failles, tout le parcours commando est remarquable à ce niveau-là, parce que vous en sortez, mais vous êtes 60 au départ, quelque chose 62 de mémoire, et vous finissez à 5. Donc, ou 7, je sais plus. Enfin, c'est-à-dire que tous les autres sont tombés, dont la veille d'ailleurs de la remise du brevet et du fameux béret vert. Il y en a 5 ou 7, je sais plus, je confonds les deux chiffres, qui dégagent pour des raisons sûrement valables par rapport à vos chefs, mais qui pour le lecteur sont assez choquantes, quoi. Oui, mais au-delà de tout ça, je crois qu'avant tout, on est humain, quoi. Et l'humain, c'est ça, l'humain avec ses faiblesses, avec sa volonté et sa détermination. Et on a besoin d'abord d'être en paix avec soi-même, faire un bilan sur soi-même pour pouvoir avancer. Et c'est ça. Et je crois que la réflexion au-delà de l'image extérieure qu'on peut avoir, c'est d'abord pouvoir, et je le dis souvent, pouvoir se regarder dans la glace en toute sincérité, en toute honnêteté, pour avancer. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de trouver ma voie dans la marine nationale en tant que marin d'État chez les fusiliers marins commando. Le stage commando a été une épreuve très dure physiquement et psychologiquement, mais peut-être que le fait que je sois dans une phase de rédemption et qu'on puisse enfin me valoriser, et cette valorisation de l'individu, je pense, était importante et je ne l'avais jamais eu jusqu'à ce jour, ça m'a aidé et ça m'a permis d'avancer au-delà du résultat. Aujourd'hui encore, dans le cadre de la formation des futurs commandos, beaucoup de postulants pour très peu d'élus, parce que rien n'a changé dans le cadre de la rusticité, de la formation, malgré l'évolution technique, sur l'état d'esprit qu'avait insufflé, on l'a dit tout à l'heure, le mythique Kiefer. Donc voilà, après, au-delà du chiffre peut-être impressionnant sur un départ avec un grand nombre de candidats et très peu d'élus, c'est l'importance vraiment, c'est l'état d'esprit. On vient avec une motivation, on vient avec une détermination, et on va jusqu'au bout, et chacun le traite personnellement. C'est être en paix avec soi-même surtout qui est important. Il y a, je sais plus combien, il y a 600 chaque année, voilà, c'est ça. Il y a 20 recrues à peu près pour 400 candidats par an. Donc ce qui est quand même très peu, et ça fait à la fois une sélection des meilleurs au sens le plus noble du terme, et puis de ceux qui sont les plus motivés, donc qui seront les plus fiables. C'est un moule, vous avez un moule à passer, je peux en parler et personne ne me le reprochera puisque j'ai fait 2 affectations comme instructeur au département commando et à l'école des commandos. Donc voilà, vous aviez 120 candidats qui arrivaient, qui avaient un certain temps de marine, qui pouvaient partir de 2 ans jusqu'à 5 ans de marine pour certains. Vous avez un barème physique à passer. Il y a des gens qui passaient pas les premières 48 heures et les premiers tests obligatoires, et après ça s'échelonnait sur 9 semaines. Et voilà, et sur 120 candidats, il restait souvent entre 20 et 30 candidats, mais ça a toujours été comme ça et ça n'a pas changé depuis la formation en Écosse à l'école des commandos. Donc voilà, et là-dessus il faut pas faire une formalité. Il y a des choses qui sont faites pour des personnes et d'autres qui ne sont pas faites pour des personnes, et je crois que la finalité là-dedans, c'est savoir analyser son échec, pourquoi on est en échec, le travailler, soit rester et recommencer en se donnant les moyens de réussir, ou soit quitter et prendre une autre voie, et c'est tout. Mais il n'y a pas, le plus important, c'est, je le disais et je le répète et j'enfonce le clou là-dedans, c'est la valorisation de l'individu. Il faut savoir valoriser les individus, ça sert à rien d'enfoncer, et l'esprit et les valeurs qui ont été insufflées par le commandant Kiefer, c'est tendre la main au plus faible pour qu'il soit au niveau du plus fort. Et je crois que c'est la réalité de la vie, quoi. Et c'est un modèle. Oui, c'est un modèle, mais là on peut parler de mythe avec lui, mais pas avec moi. Disons que vous êtes un disciple. Oui, je suis un disciple. Je fais passer le message. On a conservé la tradition et puis l'état d'esprit. La notion de valeur revient en permanence dans votre livre.
Vous parlez justement de ces valeurs, des valeurs qui construisent un homme, qui font qu'un honnête garçon, ou moins honnête d'ailleurs, tout d'un coup devient un adulte, devient un homme digne avec un grand H, et à ce moment-là, parce qu'il prend conscience de ses responsabilités, de ce qu'il a au fond de lui, de ce qu'il a reçu et de ce qu'il doit donner aux autres. C'est quand même pas très à la mode ce genre de discours, donc vous avez quand même conscience d'être un peu ce qu'aujourd'hui on qualifierait de réac dans votre conception de la vie et du sens que vous donnez à la vie aujourd'hui. Non, bien au contraire. Je pense qu'il faut, dans ma manière de penser, chaque individu a au fond de lui-même quelque chose de bon. Après, il faut saisir cette étincelle. Il faut le savoir. Il faut aller chercher. Le seul problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on fonctionne toujours par rapport aux autres. Et en fait, il faut fonctionner avec soi-même. Soit un jour on se décide, on se donne les moyens d'être intègre, d'avoir l'envie de faire et de se donner les moyens et de pouvoir, comme je le disais au début de cette émission, de pouvoir se regarder dans la glace en toute honnêteté. Alors je pense que chaque individu a ça. Si on arrêtait de penser à ce que vont penser les autres et de penser à soi-même, et on arrive à avoir une philosophie de la vie bien différente. Maintenant, la vie n'est pas facile. Donc il faut savoir qu'il faut se donner les moyens de réussir. Il faut se donner les moyens de réussir, les moyens pour avancer. Il est clair que de nos jours, ça sera de plus en plus difficile pour tout le monde. Donc voilà, je crois que c'est surtout une philosophie. Si j'emploie ce mot sans prétention, en toute humilité, se donner une philosophie de la vie pour être en paix avec soi-même. Oui, mais qui est plutôt sympathique. À l'heure où justement on veut supprimer la philosophie en terminale, et pour tous les élèves, moi je pense au contraire qu'il faudrait leur réinculquer, et même dès la première, ces notions de philosophie, parce que c'est ça qui va leur permettre d'avoir les clés pour devenir des adultes, justement. Il faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte d'ouvrir un livre, de lire un bon livre. Il faut pas avoir honte de s'ouvrir aux gens, de discuter avec les gens et de donner son opinion. Moi, j'ai toujours été défavorable à dire ou à penser si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Si on commence à rentrer dans ce genre de débat, chaque chose est intéressante. Un jeune, il a peut-être quelque chose à dire et on doit prendre les conseils de l'ancien, mais on doit faire sa propre philosophie en respectant les choses et en respectant les gens. C'est ça le plus important. Quand vous parlez de si, c'est ce que vous utilisez, c'est votre conclusion, puisque vous citez le très beau poème de Rudyard Kipling qui s'appelle Si, justement. Tu seras un homme, mon fils. C'est le message que vous voulez donner. Vous avez 3 fils, justement. C'est le message que j'ai donné à mes enfants. C'était le poème qui était affiché chez moi, et c'est ce que j'ai voulu donner. Mais entre donner et que les gens le reçoivent, l'acceptent et l'appliquent, c'est différent. Maintenant, on donne des cartes, on donne des bases, et après chacun doit faire sa vie en avançant. Mais si on a réussi à inculquer ça à ses enfants, à ses proches ou à d'autres personnes, on espère qu'ils les conservent et qu'ils les gardent dans un coin du cerveau. Et le jour où ils ont envie de faire une bêtise ou de prendre un chemin un peu sinueux, j'ai simplement l'espoir que ça les remette dans l'axe et qu'ils se disent, si demain je dois faire ça, je pense que ça va pas avec ce qu'on m'a inculqué et ce qu'on m'a appris. Voilà, c'est surtout ça. Et la seule réalité et la vraie réalité, c'est quand on a la chance de le recevoir, et c'est pas le cas pour tout le monde, mais quand on a la chance d'être élevé dans une famille dite normale, où le dialogue est de mise, où on peut discuter, où on peut apporter toutes ces choses-là, il faut. Mais après, on n'est pas maître. Chacun est maître de sa manœuvre. Si je reprends un terme de marin, d'accord, de navigation, chacun est maître de sa manœuvre. Il faut être maître de sa manœuvre. On est responsable de soi au départ. Sauf que vous disiez, quand on est dans une famille équilibrée, épanouie, et dans laquelle il y a beaucoup d'amour, justement, c'est tout ce que vous avez perçu quand vous étiez jeune. C'est différent, c'est une autre époque, c'est un autre moment, mais moi j'ai retrouvé ça dans ma vie actuelle, et on a su le combler. On doit pas, moi ça m'a construit dans la finalité. Après, quand on comprend certaines choses, où on avance dans son parcours, je pense qu'en fin de compte j'ai réussi à basculer tout ce manque ou toute cette souffrance pour que ça m'aide psychologiquement et physiquement pour atteindre mes buts. Doucement, non, parce qu'en fait c'est assez violent quand même. Quand vous passez de la cellule avec vous venez de vous faire défoncer la tête au train qui vous emmène à Lorient, c'est brutal.
Quand même, ça, il s'est pas passé 3 ans. Ça a été. Oui, une mais décision quand même. Vous avez. C'est brutal, mais en fait, il faut saisir les opportunités. Quand on vous ouvre une fenêtre à 18 ans. ou une porte, oui, mais c'est pas grave. Il n'y a pas d'histoire d'âge pour la maturité. Je le dis et j'enfonce le clou dans mon livre, et je pense que c'est pour ça que mon épouse m'avait demandé que je puisse le mettre au public. C'est l'important, c'est à un moment, il faut faire des choix. Il faut dire oui, je fais, et qu'importe le fait de couper le cordon avec certaines choses, ou une vie passée, ou peut-être avec sa structure familiale, ou plein d'autres paramètres. À un moment donné, il faut faire un choix, et le choix, il faut l'assumer, il faut basculer. Et aujourd'hui, le plus important, si je devais résumer tout ça, c'est il faut pas dire si j'avais su, mais il ne faut ne jamais regretter. Vous avez dit au début ne pas subir, et la vraie question elle est là. On dit pas si j'avais su. Si on commence à dire si j'avais su ou je regrette, c'est foutu quoi. C'est pas ça le but. Non, le but c'est toujours avancer. Exactement. À tout âge. Vous montez dans votre train pour Lorient. Pour le Marseillais que vous étiez, c'était quand même un choc de culture. Vous passiez la Loire, à mon avis, pour la première fois de votre vie, sans doute. Non. Ou pas loin. Pas loin. Pas loin. Pas loin, mais je dirais non. Vous partez quand même. Vous êtes armé. Donc, oui. Donc c'est votre dernière. Parce que j'ai une culture particulière. J'ai un petit passé de délinquant, et je pourrais parler d'accessoire. C'est un accessoire qui me rassure et qui me rattache peut-être encore avec ma vie passée, et que je vais vite oublier puisque je vais embrasser le métier des armes. Et donc qui est symbolique, parce que vous racontez de quelle manière vous vous en débarrassez, et on sent que c'est vraiment le moyen pour vous de passer à autre chose. Oui, quand je vous n'êtes pas le seul, parce que vous racontez tout ce que vous voyez dans la boîte. C'est un couloir, oui, c'est un couloir où on dépose les choses. Je raconte bien ça dans mon livre. C'est un couloir où on va déposer dans ces boîtes-là, et je vous assure que moi j'ai jeté un coup d'œil furtif au-dessus de la boîte quand je suis passé. J'étais pas le premier à passer. Il y avait des tas de choses, et beaucoup de gens coupaient leur vie passée, et le symbole était simplement une boîte, une grosse caisse où on mettait nos accessoires ou nos objets du passé, quoi. Et en même temps, c'est pas comme la Légion, on va se faire oublier. Même si c'est réducteur de parler de la Légion de cette manière-là, c'est quand même une démarche qui est beaucoup plus construite, et vous alliez vers quelque chose d'inconnu, évidemment, et pas uniquement parce que. D'ailleurs, moi, j'aimerais comprendre ce qui fait qu'un Marseillais ne va pas vers un poste à Marseille ou vers les offices. Pourquoi? Parce que et que vous allez vers la Bretagne et vers le pays où il fait froid. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la découverte d'un sac boudin dans mon garage avec une caravelle dessinée dessus, qui était en fait le sac au boudin de mon père, qui avait fait les arpettes à Saint-Mandrier. Donc il y a déjà un premier appel à la marine, quoi, à la mer. Ça c'est le premier signe. Et quand j'arrive à la caserne du Muy, je l'explique, je tombe sur cet officier recruteur qui me dit mais tu pratiques une activité physique? Je dis oui, je boxe, j'étais un bon boxeur d'anglaise. Et il me dit alors donc tu aimes le sport, tout ça, et il me dit donc le fait de choisir une longue durée pour t'éloigner, tu pourras choisir ton arme. Et instinctivement j'ai dit la marine. La marine, pourquoi? Parce que m'est revenue l'image de ce sac boudin avec la caravelle, et j'ai dit oui, la marine. Et il m'a dit la marine, et ben alors la marine, si tu veux faire du sport avec ta boxe, ça sera chez les fusiliers marins, parce que les fusiliers marins sont sportifs. Et voilà. Et ça tient à une rencontre, à une parole, à une image, et ça s'est passé comme ça pour moi, quoi. Je vous rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, dans mon libre journal de Grégoire Boucher, Lumière de l'Espérance, en ce 1er novembre 2015, émission préenregistrée il y a quelques jours. Et je reçois Marius pour son ouvrage éponyme qui s'appelle Parcours Commando, aux éditions Nimrod, et qui traite donc de ce parcours hors norme, d'un modèle presque mythique, il le sera un jour peut-être, donc de ce personnage qui à 18 ans prend le train, monte dans un train pour rejoindre Lorient, et ensuite qui passe une bonne partie de sa vie. Combien d'années vous avez passé en effort spécial? J'ai fait 22 ans à Lorient. Non, c'est court, c'est très court. C'est très court. Oui, c'est très court. Alors pourquoi vous n'êtes pas retrouvé à Saint-Mandrier alors?
Parce que vous n'étiez pas nageur de combat, vous avez essayé, vous avez passé. J'ai échoué. Oui, voilà, on parle de faiblesse et tout ce qui s'ensuit. Oui, j'ai échoué. Physiologiquement, j'étais pas apte à faire j'ai commencé mon cours nageur et puis je me suis fait écarter parce que ça passait pas. Et voilà, c'est ce qui m'a pas empêché de faire une belle carrière à Lorient, au commando de Montfort et puis à l'école des fusiliers comme instructeur au département commando. Oui. Donc, mais j'ai tenté. Vous avez tenté parce que vous le dites pas dans le livre, ça. Si. Non, j'en parle pas. Non, parce que j'aurais pu. C'est le deuxième volume. Mon éditeur est pas loin à côté de moi et puis juste à côté, à proximité, dans la salle d'enregistrement de cette émission. Et puis il me tanne pour faire un deuxième volume et je suis pas prêt à le faire. Donc voilà. Quand vous avez attaqué la rédaction de ce manuscrit, c'était avant d'avoir un quelconque contact avec un éditeur, ou est-ce que vous aviez l'idée d'écrire et vous avez cherché un éditeur? J'ai commencé ce livre dans les années 2000. Si vous voulez avoir l'info, je vous donne le scoop chez vous, puisque je crois que j'en ai pas parlé ailleurs. Non, j'en ai pas parlé ailleurs. C'est parce que c'est l'éditeur qui vous pose des questions. Non, je vous dis, j'en ai pas parlé avant. J'ai commencé un projet de livre et je vais vous dire pourquoi je l'ai commencé. J'ai commencé ça parce que je suis tombé sur 4 feuilles qu'avait rédigé mon grand-père maternel et qui racontait le début de sa vie. Voilà, donc on n'avait pas de passage de flambeau ou d'histoire. Et en lisant ces 4 feuilles, et j'ai souvenir parce que j'ai en tête ça, il désigne sa mère qui s'appelait Titine. Et je me suis dit, je vais commencer à écrire quelque chose pour ma famille. Au moins, je laisserai une trace, je laisserai ça. Et j'ai terminé le manuscrit que j'avais écrit était terminé avant que je quitte pratiquement la marine et avant que je fasse donc envoyé spécial, le film de Stéphane Ribojade, c'était fait. Le manuscrit était là. Mais je l'ai donné à lecture à mon épouse en 2006 quand j'ai quitté la marine. Donc une fois que vous aviez fermé la porte. Oui. Parce que vous passiez à autre chose. Oui. Mais 22 ans, ça passerait très vite. J'ai l'impression que c'était hier. Je vous confirme. Et si je devais recommencer à zéro, je pense que je referais exactement la même chose. Je pense que vous auriez raison. Oui, mais voilà, je ferai exactement la même chose. Je voudrais vraiment insister auprès des auditeurs pour qu'ils lisent votre livre, parce que pour eux, pour leurs enfants, pour leurs neveux, il y a vraiment 2 aspects fondamentaux. Bien sûr, ça peut éclairer et aider tout le monde sur l'aspect de l'école d'exigence dont vous nous parlez, qui est l'école des commandos marines, mais à la limite ça aurait pu être une autre école d'exigence, il y en a d'autres, mais qui est votre exemple à vous. Et ça peut et doit servir aussi à tous ceux qui se cherchent. Alors qui sont pas forcément déjà tombés dans la délinquance, qui sont pas descendus peut-être aussi bas que vous, si je puis dire, mais je pense que c'est un modèle extraordinaire sur le fait de ne pas subir sa vie et de ne pas attendre bêtement comme un mouton ou comme un veau que les choses se passent, notamment pour tous les adolescents qui se cherchent. Ce livre n'a pas vocation d'ailleurs à tous les envoyer au commando de Montfort, ni à Lorient, mais il n'y aurait pas assez de place de toute façon. Il n'y aurait pas, mais ça peut-être que ça fera nécessairement naître quelques vocations. J'en connais qui ont eu la vocation avant de le lire, donc il y aura forcément qui vont avoir cette vocation après l'avoir lu, mais surtout ça leur donnera des clés sur comment à travers un parcours, et la vie est un parcours commando de toute façon, comment on doit l'appréhender avec détermination, un terme que vous utilisiez, avec une volonté de faire et avec le sens du respect de soi et des autres. Et moi je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur ce que sont les commandos, cette école. Ce que vous y avez trouvé, ce que vous leur avez apporté, mais aussi ce que vous avez trouvé, la particularité de cette arme d'élite qui est un modèle dans le monde entier, qui est, moi j'ai la prétention de croire, et ça me fait plaisir en tant que Français, que c'est ce qu'on fait de mieux au monde. Je pense que c'est pas loin d'être vrai, et qui malgré tout est une arme totalement secrète, qui doit garder sa spécificité pour être d'autant plus efficace. Et qui aujourd'hui, et je leur rends hommage, est sur tous les théâtres d'opération. C'est pas par hasard qu'il y a un nouveau commando qui vient d'être créé là au mois de novembre, qui s'appelle le Pontchardier, voilà. Parce que c'est vos collègues, anciens collègues, qui sont tous les jours sur les théâtres d'opération, qui sont au contact, aussi bien pour le renseignement que pour l'action, et c'est eux qui sont les premiers sur les sites. Et Dieu sait si aujourd'hui les théâtres d'opération, il y en a beaucoup.
Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de justement des missions de ces commandos? Non pas de ce que vous y avez fait, parce que là c'est comme dans le livre, ça reste secret, mais que les Français sachent qui sont ces soldats français qui se battent pour eux, qui meurent pour eux, et qui mettent en tout cas leur vie au service du drapeau français. Bah c'est surtout l'histoire, quoi, l'historique. On n'en parle pas assez souvent dans les classes à l'école ou ailleurs. On entend souvent parler du débarquement, et puis on parle beaucoup des Américains, on parle beaucoup des Alliés qui ont débarqué, mais il faut savoir que 177 Français ont débarqué. C'était des commandos, les fameux commandos du commando Kiefer, et qui sont venus et qui ont été les premiers à toucher terre à Ouistreham en Normandie. Donc c'est important. Déjà l'origine des commandos marines, elle est là. De là. Et pour aller un peu plus loin, quelle était leur vocation? Mais leur vocation, c'était ça explique tout le reste. C'est les gens qui étaient formés, ils étaient là pour libérer déjà la France de l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été formés en Écosse, ils étaient rattachés à l'armée anglaise. Donc de tradition le béret vert et surtout le badge à gauche, d'accord, le fameux badge commando dessiné par Maurice Chauvet avec le brick et la dague et la croix. La croix de Lorraine bien sûr et la fleur de lys à la proue du brick, hein, qui est un rappel français de Maurice Chauvet. Et voilà, et de là est né les commandos, sont nés les commandos. Puis les commandos, ça a été l'Algérie, l'Indochine, hein, avec quand même la disparition du commando François. Donc en Indochine, d'Indochine, de Sirocco, ils ont basculé à Toulon. De Toulon, ils sont arrivés à Lorient où ils ont récupéré les implantations des écoles de mécaniciens de la marine. Ils se sont installés. L'école des fusiliers s'est installée à Lorient et le groupe Fumaco de l'époque installé à Lorient. Et puis Lorient a ce rapport avec ses commandos. Les commandos ont été rattachés au COS, au commandement des opérations spéciales. En fait, les commandos ont deux employeurs, le commandement des opérations spéciales et la marine nationale qui affectionne ces commandos dans le cadre des missions de narcotrafic ou autre chose pour les missions purement marines. Et à côté de cela, vous évoquez dans votre livre. Voilà, et de cela, toutes les missions qui sont délivrées par le commandement des opérations spéciales. Les commandos font partie du premier cercle du COS. Et de lutte aussi contre les trafics d'êtres humains, de prostitution, qui sont une des actions presque principales, notamment de la marine dans tout le Golfe et en Afrique. Aujourd'hui, pratiquement sur tous les théâtres d'opération, on trouve des commandos marines déployés, que ce soit dans les missions de renseignement ou les missions offensives. Les commandos marines sont toujours en première ligne. C'est pour ça que c'est un hommage à ces gens et à ces personnes qui sont toujours sur le terrain en mission extérieure. Voilà. Après, c'est une spécificité particulière. On rentre pour être de spécialité de fusilier marin et après on postule pour le certificat commando. Il y a des gens qui font de très belles carrières uniquement chez les fusiliers marins et puis d'autres qui font une carrière complète chez les commandos. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes avec tous les commandos basés sur l'Orient et puis un commando à capacité subaquatique basé à Saint-Mandrier qui est le commando Hubert, le commando de nageurs de combat. Voilà, et ça représente le commando Hubert, c'est quoi? C'est 80 personnes à peu près, 80-90 personnes avec le soutien logistique. Vous êtes vraiment sur des missions complètement différentes, les différents commandos, où ça vous arrive de croiser, de retrouver? Non, vous travaillez ensemble. Le SOC, si on pourrait faire un comparatif avec une maison, les fondations sont les mêmes pour tout le monde. Et après, on a un domaine de spécificité particulier. Et alors, le commando de Montfort, qui est celui que vous avez intégré, puisque je rappelle aussi que vous n'êtes pas juste quelqu'un tombé du nid. Vous êtes sorti major du stage de formation commando élémentaire, voilà, oui. Et c'est ce qui vous a permis de choisir justement le commando où vous vouliez. On m'a imposé le commando. Le choix, on n'avait pas de choix. Et vous dites dans le livre que c'est traditionnellement. On peut choisir. Les trois premiers ont le choix, mais on nous a imposé le commando de Montfort parce que je pense au moment de mon affectation, c'est le commando où il y avait des besoins en hommes. Et puis j'ai servi au commando de Montfort. Le commando de Montfort avant la restructuration en 2000. Le commando de Montfort est un commando spécialisé dans tout ce qui est tireur d'élite et puis destruction, tout ce qui est démolition et destruction longue distance. Voilà, c'est sans rentrer dans le détail particulier ou opérationnel. Voilà, on comprend bien. Voilà, le commando de Montfort.
Alors je vous rappelle que nous sommes en ce 1er novembre 2015 en compagnie de Marius pour son ouvrage Marius Parcours Commando, publié par les éditions Nimrod, un livre que je vous recommande, que j'ai dévoré et qui m'a tellement plu que je me suis dit je ne peux pas ne pas recevoir Marius sur Radio Courtoisie, parce que c'est un témoignage qui est absolument essentiel à une époque qui est la nôtre, où il y a plus vraiment de valeur, où notamment la jeunesse se cherche et n'a plus de modèle. Elle a plus de mythe ni de modèle. Là, on a la possibilité et on découvre justement que c'est quand on a des modèles et quand on a une certaine exigence de soi qu'on arrive à quelque chose dans la vie. Alors aujourd'hui, Marius, vous n'êtes plus dans les camps de marine. Vous êtes resté dans la marine, dans un univers marin. Mais ça, de toute façon, vous pouvez pas faire autrement que de rester, de travailler. Je vous imaginais mal dans un bureau de toute façon, sans voir la mer. Alors j'ai eu une opportunité de travailler dans le domaine, on va dire, de la sûreté, dans la sûreté privée. Je travaille dans la sûreté privée. C'est très original pour un ancien commando. Oui, j'ai un rapport avec la mer, voilà. Sans rentrer plus dans le détail, j'ai une association qui s'appelle Marius Team Combat que j'ai montée. J'avais prévu de vous en parler. Ouais, je vais anticiper. Donc j'ai en plus de mon travail professionnel une association, et mon association, ça me permet de faire des stages. Je fais des stages le week-end que j'ouvre à tout public en proposant des modules franchissement, des modules sport de combat. Alors, c'est très bien qu'on puisse basculer. On vient de parler des commandos, on reviendra sûrement dessus après. Ces modules Marius Combat que j'ai découvert en allant sur votre page Facebook, je crois, oui, m'ont paru extrêmement intéressants, parce qu'ils sont à la fois dans la ligne de ce que vous avez fait, mais en même temps, là encore, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas vraiment dans le goût du jour. C'est de vous transmettez votre savoir-faire dans le close combat et les techniques de combat à des jeunes. Vous préparez la guerre civile, vous pensez qu'ils vont en avoir besoin, ma question est volontairement provocatrice. Ouais. Quelle est la vocation de ces moi j'ai vu les images et les vidéos, c'est pas vraiment de la couture et un salon de thé. C'est de l'aguerrissement. Tous les gens qui sont volontaires ou qui pratiquent un sport de combat, c'est ce qu'on appelle du self-défense. On fait travailler là-dessus. C'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui sont aptes physiquement, bien sûr. Il y a besoin d'avoir une dominante physique pour faire ça. Non, mais j'ai vu des filles. Et oui, bien sûr. Et j'ai organisé un stage exclusivement féminin où il y a des gens qui sont venus, des femmes qui sont venues, tous milieux sociaux confondus, avec la plus âgée, même si c'est pas très galant de parler d'âge pour on ne donnera pas son nom, c'est pas grave. On donnera pas son nom, mais qui avait 48 ans, et pour les plus jeunes qui avaient 17 ans. Et je crois que 48 ans, c'est une petite jeune. C'est une petite jeune, et qui viennent chercher la volonté, la détermination, c'est ces valeurs que je défends. Et c'est très intéressant de voir ces personnes, parce que on fait du parcours franchissement dans les arbres où on tend des bouts. Pour des marins, on parle de bouts, on parle pas de cordes, ça n'existe pas. Donc on tend des bouts dans les arbres. On fait du close combat, on fait des activités nocturnes avec de la topographie où on apprend les gens à se débrouiller. Mais à la différence, c'est qu'on fait toujours un parallèle avec leur future projection ou leur vie actuelle pour les aider au quotidien dans leur vie professionnelle ou leur vie privée. Et je pense que ça permet aux gens de décompresser et de prendre surtout confiance en eux lors de ces stages. Et je vends aussi ces modules aux entreprises quand ils ont besoin de respiration collective ou de cohésion. Et j'ai plusieurs entreprises avec des secteurs d'activité professionnelle totalement en contradiction avec l'institution militaire ou autre chose, et qui viennent chercher là exclusivement la cohésion. Donc vous êtes un concurrent direct de Pegasus alors? Non, ce sont des amis. Je sais. Pegasus Leadership, ce sont des amis. Je recommande. Je les connais bien aussi. Je recommande. Salue Jérôme, oui, qui nous écoute. Voilà. Je conseille aux gens d'aller à Pegasus s'ils veulent chercher aussi cet esprit-là. En plus, ils seront bien parce qu'ils seront sur la base des anciens sous-marins de l'Orient. Ils seront très bien. C'est magnifique. Et puis voilà. Et là, il y a des moyens qui sont largement au-dessus de ma petite structure associative où moi je fais de la proximité. Et eux, ce sont des professionnels avec une grande entreprise. Dans les bois, dans la nature, pour retrouver un vrai contact. Partout en France? Partout en France. J'interviens souvent en France à la demande de certaines personnes. Et une fois que j'ai vérifié la véracité de la demande, on intervient. Voilà, on est un petit groupe d'instructeurs, on est 3, et on intervient partout sur le territoire national. Et est-ce qu'on retrouve, j'ai vu quelques images, mais est-ce qu'on retrouve
le Marius justement du film sur l'instructeur des commandos marines, avec ce même degré d'exigence qui est vraiment votre ADN, mais qui est, j'imagine, aussi ce que viennent chercher les gens qui viennent assister et participer à ce genre de choses, non? C'est pas le même métier. C'est pas la même chose. Quand j'étais dans la marine et que j'étais marin d'État, que je formais les gens, c'était pour des besoins bien particuliers. Là, on vient apporter quelque chose aux gens et on s'adapte au public et à niveau pour les personnes. On n'est pas là pour faire quelque chose dont ils n'auront jamais besoin. Je vais pas leur dispenser ou leur vendre du virtuel, quoi. Voilà. Non, mais ce sens du dépassement de soi, c'est quelque chose qui sert dans la vie. Ça, on le retrouve. La respiration collective, la cohésion, le dépassement, la volonté, la détermination, l'aguerrissement. On retrouve ça lors de mes stages. On retrouve ça, mais adapté à leur niveau. Donc c'est accessible pour tout le monde. Bien sûr. Et alors pour vous contacter, parce que tant qu'à faire, autant faire votre promotion. Je fais la promotion de votre livre. Oui, il y a un Facebook. C'est directement via votre site Facebook. C'est ça, un face de book officiel. Un face de book officiel qui est Marius Combat. Ouais. Et donc ça, vous avez créé ça quand? Il y a pratiquement maintenant 5 ans. Et donc ça, vous le faites et ça vous prend beaucoup. Vous faites combien de sessions On fait pratiquement 4 stages par an. 4 stages par an. Et c'est le week-end. Parce qu'en semaine, on travaille. Ben oui. Et voilà. Et voilà. Et donc, vous formez à chaque fois quoi, une cinquantaine, une vingtaine de personnes? On peut aller des fois jusqu'à 60 personnes. Et j'ai des habitués qui me suivent et qui aiment ça. J'ai une dizaine ou une quinzaine de stagiaires qui participent à tous mes stages. À chaque fois, on va ajouter des modules différents, on s'adapte et puis on trouve des modules particuliers. On reste sur la dominante close combat, aguerrissement. On met un petit peu de survie, mais tout ça adapté aux civils. Mais ce qu'on retrouve dans votre livre, hein, je fais pas de parallèle qui n'ont pas lieu d'être, mais ce qu'on retrouve dans votre livre, c'est-à-dire que tout ce que vous apportez dans votre livre comme témoignage, moi qui ne suis pas militaire, j'ai pu me servir et me nourrir, et pour moi c'est un modèle qu'on peut largement transporter absolument pour tout le monde dans n'importe quelle situation. Ça touche tout le monde, c'est très universel ce que vous dites dans votre livre. Bien sûr, vous utilisez votre expérience qui est plus de 20 ans dans les commandos, donc forcément c'est la base, mais finalement c'est une école de vie, les commandos, et en plus sur la mer beaucoup, et la mer on ne triche pas, c'est comme la montagne, ça nous oblige à être très humble. On est humble, on est humble face à la nature. De toute façon, l'humilité c'est un peu mon discours de base. Il faut apprendre l'humilité, on est humble, hein, il y a pas, c'est le départ. Mais après je suis un partisan comme les sports de combat. Je vais aller prendre dans toutes les disciplines, il n'y a pas une discipline qui est meilleure que les autres, je vais aller chercher dans les disciplines ce qui va m'intéresser, ce qui va me permettre de progresser. Et c'est exactement le principe de fonctionnement. Voilà, c'est ça. Et on est toujours humble, on en apprend tous les jours, moi j'en apprends encore tous les jours avec des plus jeunes, des moins jeunes, et le fait de faire ces stages, c'est des échanges. Et c'est surtout les échanges, on est aujourd'hui malheureusement inondé, immergé dans les réseaux sociaux, tout le monde a son nez dans le portable avec les connexions, et j'en passe, on s'invente des vies derrière un clavier ou autre chose. Là, on vient retrouver le vrai contact avec la nature. On est dehors, on a froid, on a faim, on a soif, on se dépasse. Et là, on est dans la réalité de la vie de tous les jours. Et non pas derrière un clavier en s'inventant un pseudo et en se prenant pour quelqu'un. Oui, on se réveille. On se réveille et on se révèle. Parce qu'il y a les deux. Exactement. Et on se rappelle qu'on a un corps. Voilà. Et qu'on est quelqu'un. Et qu'on a des capacités. Tout le monde est quelqu'un. Bien sûr, tout le monde a des capacités. Il suffit de les travailler et d'aller les chercher dans tout être. Je reviens au sujet de départ qui était la notion de rédemption et qui est très forte dans votre livre, et pour quelqu'un qui d'ailleurs serait pas formés à ces questions, on va dire métaphysiques, qui sont pas forcément très compréhensibles. On a l'impression que vous êtes en permanence en lutte contre vous-même et que vous avez quelque chose à vous faire pardonner, et que ça revient régulièrement dans votre livre. Et donc vous êtes, il y a un côté flagellation, je me fais mal, mais parce que je le mérite dans votre livre. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cet aspect-là, tel que je l'ai perçu en le lisant, mais il y a un peu de ça quand même quand vous l'avez écrit. Bien sûr qu'il y a de ça, mais je peux pas vous en parler, sinon l'émission s'arrêtera là et puis après vous pourrez plus faire d'émission radio. Mais moi ça c'est quelque chose qui m'a aidé, ma rédemption. Je pense que j'avais pas mal de choses à me
à me faire pardonner. Après, c'était l'art et la manière de le faire. Moi, j'ai trouvé ma rédemption à moi, ça a été dans l'effort physique, dans l'effort psychologique et dans la détermination et la volonté d'arriver à avoir une liberté par la passion de mon métier. Et voilà, moi, ça m'a aidé. Que vous transmettez très très bien. Vraiment. Ben je le souhaite, c'est gentil. Mais je vous le dis parce que c'est bien de me le dire. En fait c'était le but de ce livre. Hein. Si mon épouse me dit et me précise, mets-le au public en le retravaillant sur certains passages, je suis content que vous l'ayez ressenti comme ça parce que c'est le but et grâce à mon éditeur François aux éditions Nimrod, on a fait quand on a commencé la promotion de ce livre, le livre est sorti en septembre 2013, on a fait le tour de la France, on a été dans des villages improbables, on n'a pas fait de plan promotionnel particulier, on a été des fois à la demande des gens, on a été dans des petits villages en Bretagne, on a été Centre-France, on a été du côté de Moulins, j'ai un souvenir du côté de Moulins, où on a rencontré des tas de personnes, des tas de gens qui ont ressenti ce livre comme cela. Et en fait, c'est ma plus grande satisfaction, c'est que j'ai réussi à faire passer ce message et que ce livre, quand les gens viennent me voir, me disent ce livre m'a aidé, ou je me suis retrouvé, et des gens qui n'ont rien à voir avec l'institution militaire ou avec des parcours complètement différents, mais qui ont réussi à décoder mes impressions et mon écriture, et c'est très valorisant pour moi, quoi. Pour le petit auteur que je suis, parce que c'est pas évident. J'ai pas un cursus scolaire, on va dire. Vous avez quand même vous avez fait des études de droit, donc. Oui, j'ai plus usé. J'ai plus usé mes copines qui étaient en dehors de la faculté que les bancs de la faculté de droit, quoi. Donc voilà. Ça ne nous regarde pas. mais voilà. Mais ce que je veux dire, voilà, je pense qu'au fond de nous, ce qui aide, c'est la valorisation de l'individu. On a tous des capacités. On les a au fond de nous-mêmes, mais quelles sont les bonnes personnes pour nous les démontrer, pour les faire sortir et qu'on puisse s'exprimer. La difficulté est là, quoi. Alors, il y a quand même un élément évidemment dans votre vie, on l'a cité tout à l'heure, qui est marquant, c'est cette rencontre, alors que vous étiez en très mauvais état, dans les locaux de la police ou de la PJ, je sais pas, à Marseille, avec un officier, un policier qui vous parle, vous tend la main et surtout, c'est une notion qui revient régulièrement dans votre livre, vous respecte. Oui, c'est un jeune inspecteur. Un jeune inspecteur qui vous prend pas pour la petite frappe ensanglantée qu'il a devant lui, mais qui vous parle comme un être humain, comme un adulte, capable de comprendre ce qu'il va vous dire et qui vous voit. Oui. Et ça, vous y revenez dessus plusieurs fois, et on sent que c'est cette dignité que vous lisez dans son regard qui vous fait basculer. Vous voyez, j'ai conservé ça de lui. Je ne tutoie jamais. Je vous vois toutes les personnes que je ne connais pas, et je trouve que le vouvoiement est une marque de respect. Et pour moi, j'estime, toutes générations confondues, quand je rencontre des gens, souvent des gens me tutoient et je leur réponds en les vouvoyant. Et j'estime que c'est très respectueux. Je prends l'exemple bien concret de mon éditeur, avec qui on a beaucoup d'affinités, puisque lui a lu toute mon histoire depuis le début. Et voilà, mais on a ce vouvoiement. Je prends l'exemple de ma belle-mère, hein, donc que j'ai jamais pu tutoyer, que j'ai toujours vouvoyé, Dieu ait son âme maintenant, mais voilà. Et quand je rencontre des jeunes ou autre chose, et quand j'étais instructeur au stage commando, je vouvoyais aussi mes élèves, jusqu'à leur sortie, jusqu'à leur validation. Parce que je trouve que c'est une marque. On donne cette marque de respect, et on donne de l'importance à son interlocuteur. Et voilà, et j'ai gardé ça de lui. Le fait qu'il puisse me dire vous, j'étais pas rien en face de lui. J'étais quelqu'un, j'existais. Voilà, et je l'ai conservé. Mais c'est magnifique, et je suis heureux que vous puissiez le raconter à cette antenne, parce que ça a l'air d'être un point tout à fait négligeable et secondaire. Or, c'est un point absolument fondamental dans votre vie à vous, et je pense d'ailleurs dans les relations de tous les jours. Le fait de pouvoir respecter la personne que vous avez en face de vous, c'est la première moyen de la respecter en la vous voyant, et de lui donner de la valeur. C'est bien de la regarder droit dans les yeux et de la vous voyer pour ce qu'elle est déjà. Et ça, on voit que ça fait basculer.
Alors peut-être que tous nos éducateurs dans les écoles feraient bien d'en prendre de la graine, parce que sans doute ça changerait aussi l'état dans lequel se retrouve la France aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une certaine forme de décadence un peu lamentable de la jeunesse qui justement n'a plus ces valeurs-là et à qui surtout on essaie de pas l'enseigner. Quel regard vous portez aujourd'hui justement sur ce système éducatif qui ne tire pas vraiment les jeunes vers le haut et qui leur donne pas cette notion de respect et de dignité de la personne? Moi, je vais me présenter aux élections présidentielles. Ça c'est bien. En quelle année? Je suis en quelle année? En 2017. En 2017. Ah, vous serez un concurrent alors pour Éric Zemmour. C'est ça en fait un plus. Je voulais plaisanter parce que mon éditeur est à côté et puis souvent il m'annonce Marius président. Mais au-delà de la plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. Vous savez qu'il y en a un qui vient d'être élu au Guatemala. C'était un ancien comique. Alors non. Donc, je dis pas que vous êtes un ancien comique. Ouais, là vous exposerez quand même relativement. Mais non, mais voilà. Au-delà de la plaisanterie. J'ai un jugement personnel, mais que je n'ai pas à mettre à l'attention, je veux dire, du public. Non, mais vous êtes devenu un homme public aujourd'hui. Relativement public. Ouais, relativement public. Il faut rester bien. On va bientôt voir la télévision. Donc on en parlera après. J'ai un détachement, voilà, là-dessus. Moi, par rapport à ça, c'est des rencontres, c'est des circonstances, c'est autre chose. Tant que j'aide, je suis satisfait d'aider. Après, mon jugement personnel sur la situation, sur les gens, sur les tournures, on va dire, ou sur les manigances politiques et tout ce qui s'ensuit, je suis relativement détaché de ça. J'ai mon opinion, elle ne regarde que moi, elle est propre à moi, elle est intime. C'est sûr que je suis toujours désolé quand je vois de la délinquance ou du non-respect de certaines choses, mais à la différence peut-être de certaines personnes, c'est que j'interviens physiquement, je veux dire, et verbalement quand je vois des actes d'incivilité ou autre chose. Je n'hésite pas à le faire. Moi, je reste pas muet ou aveugle sur certaines choses, et même si cela peut engendrer des fois quelques problèmes, on va dire quelques problèmes physiques ou autre chose, j'ai la chance quand même de le dire aux gens. Je reste pas, on va dire, inactif personnellement quand je vois des actes d'incivilité. Voilà. Et après, je pense que dans votre région PACA, si vous vous présentiez aux élections régionales dans 2 mois, ouais. Dans 1 mois et demi, vous auriez un programme, à mon avis, qui ferait du bien à votre région quand même. Oui, mais parce qu'il y a du travail là-bas. Je crois que la politique, je ne sais pas si aujourd'hui je dis ça avec un regard de mon regard de citoyen, mais je me pose vraiment la question si aujourd'hui il existe encore de vraies politiques, quoi, quel que soit le bord, quelle que soit la tendance. Je parlais au début de l'émission, je disais qu'au lieu de regarder les autres, il faut se regarder soi-même, et que l'exemple reste le meilleur moyen d'influence. Et ben je voudrais donner ou citer cette phrase aux politiques aussi, quoi. Voilà, c'est ça la vraie vérité. Il n'y en a pas beaucoup qu'on pourrait donner en exemple. Non, mais voilà, ça devient difficile. N'importe quelle politique. D'accord. Voilà, il y a tellement et dans le cadre de ma carrière dans la marine, j'ai fait des choses où j'ai côtoyé du monde, et je mets des guillemets entre le mot monde. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup trop d'ego de certaines personnes. Le pouvoir a un prix, le pouvoir rapporte, et puis voilà, et on perd les valeurs. C'est tout ce que je peux dire là-dessus, quoi. Non, mais on n'ira pas plus loin. Oui. Pour citer le général Desportes que vous connaissez et qui a donné un entretien il n'y a pas très longtemps qui s'appelle "L'armée est au bord de l'explosion", et qui dit voilà en gros le rôle de nos soldats n'est pas d'être employés de sociétés de gardiennage, et il dit c'est un véritable gâchis d'avoir ces 7000 soldats français qui viennent d'ailleurs de tous les régiments de tous les groupes les plus de l'élite même française, c'est pas c'est comme ils tournent. Il y a 7000 soldats aujourd'hui dans le cadre de l'opération Sentinelle. Comment vous voyez-vous justement cette évolution et cette situation de l'armée et du rôle qui est donné aujourd'hui aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le fameux ennemi intérieur dont parlait le général Darry, que j'ai reçu ici à ce micro, avec qui on a fait une très belle émission cet été, sur l'ennemi extérieur. On a fait un état des lieux de l'armée et des fameux ennemis intérieurs et extérieurs. Vous, après plus de 20 ans passés dans l'armée et dans les services spéciaux, vous avez forcément vous avez un œil sur cette évolution
qui doit pas vous rassurer. Et quand vous voyez justement comme dit le général Desportes, ces soldats qui servent d'employés de sociétés de gardiennage, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Et est-ce que vous, au contraire, vous pensez, ce que vous avez dit d'ailleurs dans une autre interview, vous, que le service militaire peut-être pourrait servir à ce genre de choses, notamment? Plutôt que d'envoyer, on va dire, l'élite et puis nos vrais soldats de métier faire du gardiennage. Alors, point par point. Déjà, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Déjà, le premier point, moi, j'ai toujours été favorable au service militaire. Je le dis, mais à titre personnel, comme tout citoyen. Pourquoi? Parce que c'était une étape, c'était un franchissement. On avait fini sa scolarité, on avait fini ses études éventuellement supérieures ou autre chose. On faisait le service militaire. Ça permettait de mélanger toutes les classes sociales. Les gens en gardaient, malgré quelques contraintes, de bons souvenirs. Ça mélangeait tout le monde et puis ça permettait de déceler chez certains individus des difficultés, peut-être des gens qui ne savaient pas lire ni écrire ou bien au contraire. Et s'il y avait de l'auto-éducation, il y avait de l'autogestion et puis c'était une étape de la vie. Et après on basculait sur le monde professionnel. On avait coché une espèce de case et on pouvait embrayer sur la vie. Ça c'est ma première réponse, on va dire, sur le service militaire. J'ai toujours été favorable et je pense que c'était une bonne chose pour moi en tant qu'avis personnel. Non mais c'est intéressant parce que là, vous avez vécu cette période-là, vous étiez dans l'armée au moment où la fin du service est arrivée. J'ai eu les derniers recrutés puisque j'ai fait une affectation non opérationnelle à Cherbourg, en Normandie, où j'ai fait 3 ans à Cherbourg et j'avais les derniers appelés du contingent, les derniers fusillés que j'ai eu et puis ça se passait très bien. J'ai eu un boulanger, j'ai eu un futur chef d'entreprise, j'ai eu des tas de gens qui étaient très agréables. Je suis même parti 6 mois avec eux à la Réunion dans le cadre d'une mission de protection et c'était bien. Pour moi, je suis favorable au service militaire. Ensuite, le deuxième point, le fait de voir des soldats dans nos rues, moi ça me fait plaisir. J'aime bien voir du militaire un peu de partout parce que déjà je suis pro-militaire. Alors voilà, je cache pas, mais voilà, je suis content moi de saluer des chasseurs alpins à la gare de Lyon ou à Montparnasse, ou quand j'en croise dans d'autres endroits sensibles ou à la protection peut-être de lieux de culte, d'églises ou de synagogues ou autre chose. Moi je suis favorable à saluer l'armée, même s'il y a d'autres priorités peut-être, mais l'armée doit être présente. Elle fait partie de notre nation. Elle doit pas être bafouée. Elle doit être respectée. Et le fait de voir des militaires, autant je les aime voir dans le cadre de cérémonies ou de défilés, ça peut paraître un peu contradictoire à notre époque. Et autant de voir des militaires à l'extérieur, je trouve qu'il y a un côté sécurisant. Moi, ça je comprends très bien, mais il y a quand même 2 aspects dans ce que vous venez de dire. Et pour reciter à nouveau le général Desportes, qui dit l'armée n'est pas un stock de vigiles à déployer devant les lieux de culte. Donc il y a l'aspect sécuritaire, mais est-ce que d'abord c'est leur boulot de faire ce genre de choses, 1, et 2, est-ce que il est normal que ce soit à eux que reviennent ces missions-là? Est-ce que ces 7000 soldats seraient pas plus utiles ailleurs? C'est un peu technique, mais c'est une question d'organisation. Je serais incapable de dire. Est-ce que ça vous choque pas? C'est pas mon rôle, ça me choque pas sur le. Ça me choquerait pas de voir le commando de Montfort qui gère la sécurité de la tour Montparnasse, par exemple. Mais le commando de Montfort ne fera jamais ça. Non, mais voilà, d'accord. Donc moi je viens d'une petite unité et non d'unité conventionnelle, donc la différence des missions et c'est pour ça que j'aurais du mal à m'exprimer là-dessus, puisque nous on avait des missions bien particulières et on rentre pas dans ce cadre-là. Maintenant, le seul truc qui peut me déranger personnellement, c'est le fait de déshabiller Paul pour habiller Jacques. C'est la seule chose qui peut me déranger. Si des unités conventionnelles ont lieu d'être plutôt dans le cadre de leur mission conventionnelle en extérieur sur des théâtres d'opération ou autre chose, et que par rapport à ça on va donner une priorité à leur mission et que c'est pas exclusivement nécessaire et qu'on ferait mieux de mettre du prestataire de service ou autre chose. Bon, là la différence, oui, j'aurais du mal à la comprendre. Mais je n'ai pas actuellement tous les éléments et les retours et moi, vu ma position, c'est difficile d'avoir un avis là-dessus. Chaque fois que je rencontre des militaires dans des lieux publics ou autre chose, j'aime bien, s'ils me reconnaissent ou si j'aime bien aller discuter avec eux et puis je prends la température et souvent il y en a qui sont assez satisfaits de se rendre utiles et on a l'impression qu'ils sont utiles pour la nation et ils sont assez valorisés, on va dire, et puis les gens, le public qui est autour les voient et se sentent rassurés par rapport à leur comportement. Donc je pense pas sincèrement que ça soit une image dégradante ou négative de l'armée, puisqu'il y a un comportement qui est militaire.
C'est difficile d'avoir après un avis là-dessus. Le général, lui, a peut-être d'autres éléments qui ne sont pas en ma possession et qui ne me regardent pas, quoi. Ah bah, il est peut-être obligé sur une analyse plus générale sur la vocation de l'armée et surtout sur la gestion du peu d'hommes que l'armée a à disposition. Voilà. Exactement. On va rester sur ce sujet-là puisque vous êtes en train de préparer une émission avec une chaîne de télévision qui est complètement à contre-courant de ce qu'on voit habituellement à la télévision et qui va s'appeler Garde à vous. Et qui, je lis la présentation. À l'heure où l'on évoque le retour du service national obligatoire, M6 propose à 20 jeunes garçons âgés de 18 à 24 ans de vivre l'expérience du service militaire tel qu'il se pratiquait dans les années 60. Le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est que c'est très contraire à tout ce qu'on peut voir ailleurs à la télévision et un peu à ce qu'on nous sert habituellement dans les médias. Il y a un côté, je citais le terme tout à l'heure, réac là-dedans. C'était au sens réaction du terme. Comment est venue cette idée-là? Est-ce que c'est vous qui avez été l'origine de cette idée? Et est-ce que c'est la chaîne qui vous l'a proposée? Et parlez-nous un petit peu de cette émission qui donc aura lieu en 2016, si j'ai bien compris. Janvier, oui. En janvier 2016, et qui est pour le moins étonnante. Alors c'est au départ un contact de la société de production Studio 89 qui contacte François de Saint-Exupéry, mon éditeur aux éditions Nimrod, qui demande de rentrer en relation avec moi pour parler d'un projet. On est au courant, enfin François, mon éditeur, a les éléments sur le projet. François me contacte, il me dit ça serait bien qu'on rencontre un petit peu les producteurs pour voir exactement ce qu'ils veulent et quelle est la finalité de ce projet. On se rencontre à notre QG parisien habituel qui est le Train Bleu à la gare de Lyon, autour d'un café, avec les deux personnes de Studio 89. Là, ils exposent leur projet. Je dis que je ne souhaite pas participer au projet physiquement, mais que par contre, je peux leur proposer l'écriture du programme. Ça me dérange pas. Le fait d'avoir une culture militaire et une connaissance, je dis oui. Je trouve ça intéressant dans le principe et dans la finalité. Donc du coup, je leur dis de participer et je donne mon accord pour participer à l'écriture. Je fais l'écriture du programme. Une fois que l'écriture du programme est validée, avec insistance, ils souhaitent que je participe et que je mène le projet. On a donné notre accord avec mon éditeur, avec François. Et pourquoi ? Parce que l'état d'esprit de ce projet est assez intéressant. Ce qu'on appelle la télé-réalité. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une expérience. Moi, j'aime pas parler de télé-réalité. C'est une expérience. C'est 24 jeunes qui se sont portés volontaires pour découvrir et pour essayer de vivre une expérience avec des contraintes militaires, quoi. Donc voilà, il y a pas de télé-réalité avec une somme à gagner à la fin, avec un vote du public qui va dire on le garde ou on le garde pas. Et nous, on n'a pas du tout changé notre comportement dans le cadre de notre instruction. J'ai eu la chance pour le recrutement casting des 3 autres instructeurs qui m'ont aidé dans cette expérience d'avoir 3 anciens marins, donc ça c'était relativement agréable, que je connaissais, avec qui j'avais servi, donc une facilité de compréhension et une facilité de mener notre barque à bien. Et ça s'est passé tel que vous l'entendiez en plus. Donc comme on l'entendait, c'est nous qui avons écrit le programme et on est très fiers de cela, puisque donc en gros l'émission va durer combien de temps? Alors je ne sais pas exactement. Je sais que il y a un premier épisode qui sortira au mois de. C'est une série d'épisodes. On vous accompagne pendant toute la durée en gros. Ouais, du service je dirais oui. C'est comme si tout le temps de la durée de l'expérience de ces jeunes. Je pense que vu la totalité, ça peut pas se faire en une fois. Donc c'est pour ça que c'est structuré et c'est partagé en plusieurs épisodes. Le nombre exact, je ne le sais pas. Et voilà, il y a un accompagnement avec les jeunes et avec une attention particulière sur chaque jeune qui a voulu tenter cette expérience. Mais nous, on a été aucunement freiné sur notre programme et on a fait exactement ce qu'on voulait.
dans le contexte des épreuves physiques, psychologiques, d'une instruction, d'une pseudo-instruction d'un service militaire un petit peu de l'époque, avec les contraintes, l'ordre serré, les épreuves physiques et j'en passe, quoi. C'est assez intéressant comme expérience. Sans rentrer dans un détail qu'on découvrira avec l'émission, comment vous avez fait cette sélection? La sélection des jeunes? Oui. C'est un casting, c'est un appel par rapport à un sujet annoncé d'une émission, où dans le sujet évoqué, il parlait d'une expérience avec des contraintes militaires, et les gens ont postulé, mais moi je n'ai eu aucun regard sur la sélection des candidats. Ça s'est fait en dehors de vous, ça? Bah oui, il y a des gens responsables de casting qui s'occupent de choisir. Moi, j'ai fait le programme, l'écriture. De l'écriture, je suis passé à maître d'ouvrage entre guillemets de l'exécution, on va dire, sur le tournage. Et j'ai pas voulu participer au casting des instructeurs. C'est eux qui ont fait leur choix. Moi, j'ai simplement proposé à mon réseau d'anciens militaires et de connaissances et de camarades de postuler pour le casting. Et j'ai laissé libre choix à la production le soin de choisir mes futurs collaborateurs sur ce projet. Et donc, vous les avez tous rencontrés. Est-ce que c'est une heureuse surprise? Non, c'est une heureuse surprise. J'ai eu que les élus. Et bien sûr les autres camarades à qui j'avais donné des informations, qui m'ont téléphoné en me disant j'ai reçu un coup de téléphone, c'est bon, c'est pas moi. Ouais, voilà. Je suis pas pris. Mais c'est pas voilà, on fonctionne, on est une petite famille, les anciens de chez nous ou les connaissances, et puis on fonctionne comme ça, on se fait passer des informations, que ça soit sur le cadre, c'est un cadre professionnel, dans le cadre professionnel, et puis si on a des camarades ou des copains qui cherchent ou qu'on pense qui peuvent être utiles à ce genre d'expérience, eh ben on leur envoie les numéros de téléphone, on fonctionne comme ça. Vous en tirez quoi de cette expérience? C'est sympathique. C'était bien, j'ai retravaillé pendant un certain temps avec mes 3 anciens collaborateurs et on a pris plaisir. On s'est complètement immergé dans le contexte d'un pseudo service militaire en ayant Ça vous a pris combien de temps? Ça nous a pris un certain temps. Et le fait d'avoir des gens venant de toute provenance, des jeunes, hein, donc qui n'avaient pas le plus âgé avait quand même une activité professionnelle, mais souvent la plupart étaient encore dans le cadre de leurs études ou scolarisés. Ouais. Voilà, donc on a eu vraiment l'impression de se replonger dans le cadre d'une instruction militaire pendant un certain temps. Pourquoi vous avez quitté les commandos? Parce que j'ai eu une opportunité, une fenêtre, comme il y a 20 ans, 22 ans en arrière, une fenêtre s'est ouverte et j'ai choisi. Et vous l'avez saisi. Bien sûr. Et on a un réseau qui est bien structuré, qui est animé par Marc Japiot, pour pas le nommer, qui s'appelle De Brick et de Dag. Et dans ce réseau-là, souvent on échange des offres d'emploi. Moi, j'étais à 22 ans de carrière. On me proposait un ami, un ancien de chez nous qui avait quitté 6 ans avant, m'a proposé un poste dans la sûreté dans le domaine portuaire. J'ai trouvé ça intéressant, je me suis porté candidat et puis j'ai été retenu et ça s'est fait comme ça, naturellement. Vous revenez plusieurs fois dans votre livre sur le fait que vous êtes cabossé. Après ces expériences-là, après les 22 ans passés dans les commandos marines, est-ce que vous êtes plus serein aujourd'hui? Est-ce que vous courez toujours après cette rédemption? Est-ce que c'est un renouvellement quotidien de cette course-poursuite, ou est-ce que vous avez acquis un peu plus de sérénité aujourd'hui? Mais ça se voit ou ça se voit pas quand vous parlez avec moi? Je suis plus serein? Je vous connaissais pas avant. Non, mais vous avez lu mon livre. Vous me trouvez comment? Plus serein? Plus calme? Si je m'en tiens à votre poste-face, j'ai des doutes. Mais, non, quand je vous vois comme ça, effectivement, je vous trouve relativement serein. Mais on sent qu'il y a des failles encore. Ça c'est vous qui le dites. Hein. Je sais, c'est dans votre livre. Oui, c'est mon livre. Mais ça a été ma rédemption. C'est grâce à ça. Je me suis guéri grâce à mon livre. Ouais. Mais non, la remise en question fait partie de l'éducation, de la formation marine. Donc, comme l'humilité à part entière, on se remet en question. On sait se remettre en question. Et c'est une aide permanente. Donc, par contre, on conserve au fond de nous l'esprit du challenge, l'esprit de la compétition. Donc on aime bien avoir des challenges, on aime bien avoir des objectifs. Et puis voilà, mais on est humain, quoi. Le fait d'être humain, on a nos faiblesses, on a nos peurs, on a nos craintes, mais on sait cacher peut-être nos émotions, on sait avancer. Mais oui,
aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein que j'ai pu l'être à 19 ans, 18 ans ou 20 ans. C'est normal en même temps. Mais non, bon, mais non, pas toujours. Il y a des gens qui ne gagnent pas ça ou qui n'arrivent pas à cette quête. Voilà, je pense être en paix avec moi-même. Ce qui m'empêche pas si je devais monter en pression ou m'énerver pour des choses qui puissent m'énerver. Vous vous énervez, vous? Oui, j'arrive à m'énerver. Oui. On m'énerve rarement quand même, mais voilà, mais oui, je me sens quand même en paix avec moi-même. Je me sens serein. Ce livre a été, je l'explique au début et je le raconte sans rentrer dans le détail. Le fait de se mettre à nu devant un miroir et c'est le cas, on se met nu, c'est jamais facile. Mon éditeur François me disait quand on publie quelque chose, il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt psychologiquement, il faut être prêt à l'accepter autant sur de la critique positive que de la critique négative. Et voilà. Et je crois que ce livre est sorti en septembre 2013. Il a ce petit succès qui est bien pour mon éditeur, qui s'enrichit. Mais au-delà de tout ça, il a une grosse Rolex. Il roule en Mercedes, il a une grosse Rolex. Mais au-delà de tout ça, je pense que voilà, c'est le fait de l'avoir sorti, de l'accepter aujourd'hui avec autant de philosophie et autant de sérénité, prouve bien que j'ai fait le bon choix. Il y a un aspect qui est très étonnant tout au long de votre livre, c'est le rapport que vous avez à la foi. Donc là, on est vraiment dans votre intériorité et à la Sainte Vierge. Et puisque ça commence, vous êtes avec les bonnes sœurs, et puis régulièrement tout le fil des pages, pas à chaque page, mais à tous les événements de votre vie, vous faites référence justement à votre foi et à la présence de la Sainte Vierge dans votre vie, qui vous a quand même guidé, enfin qui est là présente chez vous. Oui, parce que je trouve je ne peux pas aller dans une ville ou dans un endroit, s'il y a un lieu de culte, une église, une basilique ou autre chose, j'aime aller dedans. Je trouve que c'est un endroit où je me sens à l'aise. J'irai, je continue et j'ai pas de honte à dire ça. Je continue à prier la Vierge. Voilà, moi je suis. Mais c'est pas une honte. Je le dis. Il y a des fois des gens qui osent pas dire les choses. Moi j'ai un rapport avec la Vierge Marie. Je vais dans un endroit, je respecte tout le monde comme tout le monde doit me respecter. Et voilà, je suis parti en Israël. En Israël, j'ai été à Nazareth. J'ai vu toutes les représentations de la Sainte Vierge par tous les pays du monde en mosaïque. J'ai aimé ça. J'ai été il y a pas longtemps passer un week-end à Lyon. Je suis monté à la basilique là-haut. J'ai été voir la Vierge pour prier. Voilà, j'ai un rapport avec la Vierge. Et malgré toutes les misères qu'ont pu me faire les bonnes sœurs à cette époque-là, eh ben j'ai pas de rancune. Je suis pas quelqu'un de rancunier déjà au départ. Et j'ai la foi. Et je me souviens une séance de dédicace à Aix-en-Provence dans une librairie, pour ne pas la nommer, c'était Goulard ou quelque chose comme ça, sur Aix-en-Provence, sur le cours Mirabeau. Je suis à l'intérieur, on fait une séance de dédicace, et puis il y avait une bonne sœur qui était à l'intérieur, qui tournait comme ça. Et puis elle allait partir, je l'ai interpellée, je lui dis, vous avez trouvé votre bonheur? Elle me dit, non, je suis ici pour chercher un livre pour mon père qui est là-bas, qui a 83 ans, qui est assis. Alors je lui dis, voilà, je vais vous offrir mon livre. Donc je lui ai offert mon livre, je l'ai dédicacé, elle m'a dit qu'elle allait prier pour ma famille, pour ma femme, pour moi, pour mes enfants, à qui je donnais les prénoms, et voilà. Et j'ai un rapport comme ça c'est la première anecdote. Et la deuxième, un jour je vais sur un rendez-vous médical, je suis en voiture et puis il y a 3 bonnes sœurs qui font du stop, donc les sœurs de la charité qui construisent un monastère sur la Rose à Marseille, à qui je donne bénévolement on va dire, lorsque je fais des stages, je fais de la donation avec mon association, et je les ai prises en stop pour les remonter. Je devais faire que 20 km avec elles pour les déposer, et en fin de compte je les ai amenées jusqu'à j'ai fait 60 km pour les déposer, et on a discuté tout le long dans le véhicule. Voilà, j'ai un rapport, je sais pas, est-ce que ça, j'ai une sorte d'apaisement quand je parle de ça, de foi, de la Vierge Marie ou des églises. C'est malheureusement la fin déjà de notre émission. Vous voyez qu'une heure et demie, en fait, ça passe beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Peut-être qu'on aura l'occasion l'année prochaine de se revoir pour parler vraiment dans le détail de de vos nouveaux projets, parce que vous en avez peut-être d'autres, surtout s'il y a une suite à votre livre. Je tiens vraiment à vous remercier d'être venu. Je suis ravi d'avoir pu m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je redis aux auditeurs de se procurer ce livre Marius Parcours Commando aux éditions Nimrod, parce que c'est vraiment une école de vie. C'est passionnant. Pour les adultes, pour les plus jeunes,
Vous aurez 1000 choses à y apprendre et à y prendre pour grandir. Aussi dans l'aspect de leur foi, donc des choses les plus intérieures. Vraiment, merci d'avoir écrit ce livre. Merci d'avoir eu l'humilité de le poser noir sur blanc et de l'offrir à tous ceux qui voudront bien le lire et vous l'acheter, parce que je crois sincèrement que c'est un beau cadeau que vous nous avez fait à tous de nous avouer tout ça et de nous donner tout ça. Voilà. Ben moi je vous remercie, je remercie Radio Courtoisie de m'avoir reçu, voilà, et puis c'est très gentil, et puis je réitère en disant que le mot mythe est beaucoup trop fort. On en reparlera dans 100 ans peut-être. Ah oui, peut-être. C'est le mythe par rapport au modèle que vous donnez, mais c'est pas votre personne, c'est ce dont vous parlez. Rendez-vous dans 4 semaines si Dieu le veut. Ce sera le 29 novembre pour une émission spéciale et en direct avec un autre grand personnage, pas un mythe mais un grand personnage, un autre grand monsieur et un grand poète. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec ce chant qui est presque un hymne dédié à tous les commandos d'hier tombés pour la France et à toutes les nouvelles générations de Marius qui arrivent et qui sont déjà prêtes à suivre ses pas et à s'engager, et qui eux non plus, et suivant la devise des commandos marines, n'abandonneront jamais. Vive à Christ Oreille et que Dieu vous garde.